Bon, je vous le dis direct les potes, ça va être une FAQ longue parce que je réponds à tout le monde. Alors prenez-vous un petit café, une petite binouse, ce que vous voulez, mettez-vous bien et surtout, détendez-vous. C'est parti dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions et avec forte attention. Pour chacune de vos questions, chacun d'entre vous, le but c'est que je me rapproche un petit peu de vous parce que ces derniers temps je me suis un petit peu éloigné. On y va, la FAQ, bam! Alors c'est Elouen Cousin, comment commencer sur YouTube? Alors c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Concrètement ce que je peux te conseiller si tu veux te lancer sur YouTube, c'est juste d'être extrêmement motivé, extrêmement persévérant et surtout d'être très rigoureux. Il faut que tu aies vraiment envie de montrer quelque chose, de partager quelque chose, et si tu as juste envie de partager des petits moments de ta vie ou quoi, fais-le, mais dans ce cas-là t'as pas besoin de se poser 100 000 questions. Donc franchement comment commencer? Être très très motivé. Moi j'ai eu l'aide d'un pote qui s'appelle Alex Lamia, que vous connaissez, je vous en parle tout le temps. Alex Lamia, c'est lui qui m'a vraiment aidé à me lancer parce qu'au début j'étais un peu frileux. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut se lancer je pense. Question numéro 2, c'est Fabios qui me dit une série que tu recommandes. Alors oui, il y a une série que je recommande particulièrement depuis pas mal de temps, c'est la série Dark, qui est pour moi une série absolument incroyable en termes de scénario. C'est vraiment le truc que j'aurais voulu écrire, c'est ce que je kiffe le plus, c'est tous les délires que je kiffe le plus. Et du coup je vous recommande énormément la série Dark. Ensuite je pourrais vous dire quand même que The End of the Fucking World a été très très bien l'année dernière. Et il y a aussi bien sûr Utopia pour toujours. Alors Jean Pat et Jean Mouche, tu penses quoi du XT3? Alors ne l'ayant pas eu en main sur des tests assez particuliers, je peux pas te donner mon avis de manière objective, mais concrètement de tout ce que j'en ai vu, et j'ai des potes qui l'ont testé, c'est de la tuerie, c'est vraiment excellent. Jordi Design, quand est-ce que tu nous fais des tutos sur les couleurs, donc 3D et le comprendre? Alors les tutos couleurs, donc colorimétrie etc, donc les talos vont revenir là très très prochainement. Donc là en plus toi je pense que tu parles de couleurs 3D, donc tu parles en fait un petit peu de profondeur vraiment du début du truc. J'essayais de faire un tuto sur des couleurs 3D. Après ce qui est un petit peu chiant avec les explications sur la 3D et les couleurs, c'est qu'il faut trouver les visuels, c'est assez chiant à faire, donc voilà, mais je vais essayer, ok. Alors question de Psycho, Mac ou PC? Alors pour l'instant PC largement dans la mesure où en fait si vous voulez niveau composant, rapport qualité-prix, composant, utilisation, c'est ce qu'il y a de meilleur. Néanmoins, je préfère l'OS Mac pur et dur, et vous allez voir bientôt, je vous réserve une excellente surprise, un petit partenariat d'une qualité extrême. Et quand je vous dis qualité extrême, vous n'êtes pas prêts, ce sera une exclue les gars, je serai le premier à voir ça. Bref, tenez-vous au courant. Je lis pas tous vos messages de félicitations, mais merci beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui me félicitent, c'est très gentil. Tes cheveux sont malaisants? C'est vrai un petit peu. Alors question des prods qui me dit est-ce que tu travailles encore avec P1? Alors oui, je travaille encore avec P1, vous avez pu peut-être le voir dans sa dernière vidéo où il parlait justement de moi au niveau des montages. Donc concrètement P1 je fais environ 1 à 2 montages par semaine pour lui. Donc voilà, donc oui je travaille encore avec P1 et on va continuer à travailler ensemble pendant encore longtemps je pense. Si vous connaissez pas la chaîne de P1, allez voir, c'est très sympa. Question de Xelac sur les études. Qu'as-tu fait comme études avant d'en arriver là? Et quel est ton métier aujourd'hui, monteur, étalonneur, effets spéciaux ou autre? Eh ben Xelac, merci pour cette question. Alors je n'ai fait aucune étude, absolument aucune. Je suis totalement autodidacte et j'ai pas passé le bac non plus. Et avant je travaillais dans le web marketing, je travaillais sur les jeux vidéo, donc je travaillais chez Eclipsia, chez Millennium, j'ai travaillé dans des boîtes d'e-sport en fait tout simplement. Et du coup mes études et tout mon parcours ne m'ont pas mené à ce que je fais maintenant, c'est une passion qui m'y a mené, donc ça n'a rien à voir. Et du coup maintenant mon métier aujourd'hui en tant que tel c'est réalisateur et étalonneur, voilà. Donc réalisateur 50% du temps et étalonneur 50% du temps. Et après c'est variable, ça dépend des mois, ça dépend des missions. Alors je fais aussi un petit peu de montage etc. Mais en fait c'est qu'une petite part du travail. C'est une toute petite part du travail. Du coup ça répond à la question de Zizou juste au-dessus qui dit t'es autodidacte ou bien t'as fait des études dans le domaine. Et si oui c'est quoi ton parcours? Je pense que du coup ça vous répond à tous les deux les gars. Merci pour ce genre de questions. En tout cas si vous avez envie aussi de vous lancer dans le domaine et que vous savez pas encore quelle étude faire, on pourrait si vous voulez, vous me demanderez dans cette vidéo dans les commentaires, on pourrait si vous voulez faire une petite vidéo débat guide à propos de ça parce qu'il y a pas mal de petits pièges quand même. MKM Image et Son qui me demande si j'ai eu des retours pour le rendering Premiere Pro 2019 en H264. Oui j'ai eu plein de retours parce que je discutais avec une personne de Adobe qui du coup m'a un petit peu expliqué et à envoyer mon projet à des ingénieurs etc. Je vous tiendrai au courant, enfin de toute façon vous allez voir il y a une autre question j'ai vu qui va arriver là-dessus et du coup concrètement il y a des améliorations. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour, il y a une mise à jour qui s'appelle la 13.0.2 et si vous ne l'avez pas encore faite je vous la conseille, moi j'arrive pas à la faire pour l'instant mais bon je vous en parle. Est-ce que tu connais Dirk Gently? Sinon bah je recommande, très bonne série. Alors non je n'ai pas vu Dirk Gently. Alors question de Loisir Life, comment réaliser un documentaire? Eh bien écoute ça peut être une grande question et c'est assez vague mais concrètement un documentaire c'est hyper difficile à réaliser.
c'est très difficile. Et c'est très difficile parce que en général, contrairement à un film, on se donne pas 2 semaines de tournage. Un documentaire, ça se tourne souvent sur des mois et des mois, voire des années suivant ce que tu suis. Et du coup, pour réaliser un documentaire, il faut avoir les nerfs très solides. Et je conseille d'avoir aussi fait d'autres documentaires auparavant ou d'autres films auparavant pour avoir un peu d'expérience avant de se lancer dans le premier docu, parce que plus difficile que de faire un film, je pense, en termes de... peut-être pas en termes de technique pure, mais en termes de temps, c'est vraiment très compliqué. Et puis pareil, il faut garder une grande cohérence. Je te conseille de garder une cohérence dans le projet. Le plus important, c'est ça. T'as ton idée de documentaire, va au bout de ton idée de documentaire. Au fur et à mesure que ton documentaire avance, ne change pas dans tous les sens. Alors, question de Benj Alajda qui nous dit: tu pourras faire une vidéo sur les appareils photo à moins de 400 €. Oui, je pourrais en faire une. Le truc, c'est que j'en ai pas chez moi là, et j'aimerais bien maintenant, quand je fais des vidéos sur des appareils, etc., j'aimerais bien vous les faire pour de vrai, vous les montrer en fait. Alors, question d'Emmanuel Paulino: Adobe Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro pour le montage vidéo 2019, du coup montage avec un PC ou un Mac. Alors pour ma part, ce sera Premiere Pro parce que je suis attaché à ce logiciel. Maintenant, je pense que tous les logiciels se valent, que ce soit Premiere Pro, DaVinci ou Final Cut, ils se valent tous, ça dépend vraiment de ce que tu vas faire dessus. D'après moi, Final Cut Pro est beaucoup plus orienté pour du vlog et des choses très rapides, des vidéos de vacances, des trucs qui demandent des presets, des zooms, des machins, enfin des trucs qui sont très simples à faire. Adobe Premiere Pro est beaucoup plus orienté pour faire de la fiction et pour avoir un contrôle très manuel de tout ce qui se passe dans notre timeline. Et DaVinci est très orienté sur un petit peu l'hybridation entre ça, donc de la production orientée très fiction, donc à savoir des projets très compliqués, tout comme des projets moyens compliqués. Mais pour moi, DaVinci n'est pas du tout orienté dans du montage rapide et fast, parce que il est pas conçu pour être friendly en fait. Il est pas conçu pour être rapide et fast, même si certains diront le contraire, je ne suis pas d'accord avec ça justement. Et du coup sur PC pour l'instant, mais sinon si t'as Mac, sur Mac. Mais ça fait plus de différence, vous savez, c'est pas important. Question suivante de CGT2, c'est parti Diva. Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi et comment? Est-ce que je t'aime? Oui. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de très franc, très droit et très honnête. Comment? Comme j'aime les gens honnêtes. Question d'instinct phishing maintenant, et c'est très intéressant cette question, et je vais avoir beaucoup de mal à y répondre, donc je vais prendre le temps de répondre à celle-ci. FAQ, le pire moment que tu as vécu lors d'un tournage. Alors, je pose le téléphone. Là, on va rigoler. Toi, tu me demandes de répondre à une seule de ces questions, donc le pire moment. Mais le problème, c'est que je suis incapable de te dire le pire. Parce que des pires moments, j'en ai vécu quand même quelques-uns. Alors, je dirais que, déjà, un des pires moments qu'on ait vécu, je pense, c'était sur le tournage de Eknesia. Donc Eknesia, si vous vous rappelez pas, c'est une fiction qu'on avait décidé de faire, un projet qu'on avait lancé avec une youtubeuse qui s'appelle Mathilde, la fille d'à côté. Et donc, en gros, si vous voulez, cette fiction était à la base une série, voilà, une web série, et en fait, ça a fini par devenir un film. Donc déjà, en fait, je pense que c'est... peut-être au-delà du pire moment que j'ai vécu sur un tournage que je vais vous raconter tout de suite, c'était le pire projet que j'ai fait en fait, parce que ça a été super dur. Ça a été vraiment hyper difficile, ça a été un calvaire à réaliser et la série a pas vu le jour du tout parce que c'était pas possible. Donc les pires moments que j'ai vécu, alors déjà rien que sur ce tournage, on en a eu quand même quelques-uns qui étaient assez ouf. Donc déjà, premier moment, je vous raconte, petite anecdote, et ça pourquoi pas, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit making of de ça parce que ça peut être très marrant. Donc avant de tourner Eknesia, la semaine qui précédait le tournage, on avait fait une grosse prépa parce qu'en fait dans Eknesia il y avait une cabane. Je vous mettrai des photos si je les retrouve. Et donc cette cabane, on a dû la fabriquer. Sauf que pour fabriquer la cabane, il fallait qu'on aille pêcher entre guillemets des branches mortes de partout, qui étaient dans un terrain pas très loin où on connaissait que bon, de toute façon tout le monde s'en foutait et qu'on pouvait prendre ces branches mortes puis les ramener après. Et du coup pour ça, j'ai dû faire appel à ma famille puisque on avait un camion disponible. On a pris un camion et on est parti avec toute la famille chercher des branches mortes. Jusqu'ici tout va bien. On a commencé à monter la cabane. Là, comme ça. Ouais, regarde la poutrelle que j'ai là. Oh, c'est bon. Là, c'est pour voir un peu. Le lundi, je crois. Je vous dis des détails, on s'en fout. Hein. Le lundi. Le mercredi, la cabane était terminée. Donc, il y a eu, je crois, 5 ou 6 voyages de camions, quand même, de bennes. Donc, c'est quand même énorme. Ça fait énormément de branches, vous voyez, pour monter une cabane. À savoir que cette cabane, derrière la cabane, il y avait un terrain avec une maison. Et qu'il fallait surtout pas qu'on la voie à la caméra. Puisque le truc, c'était un post-apo. C'était pas possible qu'on le voie à la caméra. Voilà, donc, on a commencé de décharger le deuxième voyage. On a de la chance d'avoir les moyens d'un camion, etc. Parce que c'est vrai que sans ça aurait été vachement compliqué. Sauf que dans les faits, il y a encore des moments où on la voyait. Du coup, on a refait encore des voyages pour blinder. Et puis on monte notre cabane à partir d'un arbre basique et on a quelque chose qui commence à avoir de la gueule au bout de quelques jours. Et après on sera bon, je pense que ça va suffire. Peut-être il manquera un peu, mais on sera
ce sera pas grand chose, on va voir. Allez, on y va. Donc le mercredi, la cabane est terminée et puis on rentre, on va se coucher, on fait notre vie, machin, etc. Et le jeudi soir ou le vendredi matin, on retourne à la cabane, sauf que vous savez, on a tourné cette série dans le Vaucluse. Et dans le Vaucluse, il y a un truc qui s'appelle le Mistral, quoi. Et le Mistral, voilà, ça nous l'a retourné la cabane. Donc quand on est arrivé, on devait tourner quelques jours plus tard, on devait tourner je crois 2 jours après. Donc on devait tourner genre le dimanche, commencer le dimanche ou quelque chose comme ça. Et dès qu'on est arrivé sur le setup, en fait, la cabane était complètement détruite. Le vent avait tout démoli, la cabane s'était effondrée, donc du toit, sur les côtés, partout. Ça, je sais pas si j'ai des photos, mais la cabane s'était complètement effondrée. Donc on a dû refaire toute la cabane et retourner chercher des bennes, parce qu'on a compris qu'en fait elle était pas assez solide, évidemment. Bon, là on est à l'étape 3, on est en train de décharger tout le bois et tout ce qu'il y avait avec pour attaquer la cabane de manière plus réelle. Parce qu'en gros l'idée c'est qu'on a dit que finalement on la faisait là. Ouais. Parce que moi je vais la faire là. Par contre la mise au point ça. Mais oui, je préfère là. Rondé après. Ok. Tu veux que je t'en fasse passer ça? Je te les fais passer. On est en train de bâtir on est en train de bâtir un immeuble. Vraiment. Allô matériel. Tu l'as mis où? Tu l'as mis où matériel? Ça va suffire? Oui, ça suffit. J'espère. Sachant qu'on allait tourner pour environ 2 semaines de tournage, il fallait que en 2 semaines elle bouge pas parce qu'on allait partir, revenir, tourner, etc. Donc ça c'était le premier pire moment qu'on a vécu parce qu'en fait ça nous a ralenti de fou et c'était juste une anecdote incroyablement drôle maintenant. Mais en soi, nous ça nous a tellement pas fait rire quand on y était. Je te jure, on est arrivé sur le setup comme ça et d'un coup on voit au loin, dans notre forêt là, on voit la cabane et on la voit et on fait oh putain. Voilà, donc ça c'était très marrant et c'était une anecdote comme ça. Ensuite, on avait quand même fait des trucs super cool avec ça puisqu'on avait tourné au Pandora, etc. Donc le cinéma du Fossoyeur de films et tout ça qui est super génial. Autre pire anecdote, c'était sur ce même tournage. Alors là c'était vraiment un truc très chiant. En gros, je vous mets le truc, c'était le dernier jour du tournage. C'est-à-dire que on a enregistré les dernières séquences. Dans le film, d'ailleurs le film a été quasiment tourné de manière totalement chronologique, ce qui est plutôt rare. Et du coup dans le film en fait à la fin, si vous voulez, il y a les personnages qui sont séparés. Il y a un personnage qui est dans la cabane d'un côté et il y a un personnage qui est dans une forêt de l'autre côté. Sauf que ces scènes là en fait elles se passent plus ou moins en même temps. Et du coup, si vous voulez, on devait tourner, d'accord, écoutez bien, on devait tourner avant le coucher du soleil, avant que le soleil vraiment se tombe, à 2 endroits différents, mais en même temps. Donc en gros, pour ça, on avait choisi de tourner dans une forêt qui était à 5 minutes de marche de la forêt actuelle, donc de la cabane. On commence à tourner les plans à la cabane où le personnage arrive en courant, tombe et là il y a le drone qui se lève, donc ça c'est les plans qui ont été tournés pendant ce temps-là. Et ensuite on se dépêche de courir pour aller tourner les plans qui ont besoin d'être tournés dans l'autre forêt avec à peu près le même temps, la même luminance si vous voulez de soleil. Et après il fallait vite revenir à la cabane pour tourner les derniers plans qui eux sont censés se passer un chouïa plus tard. Et là c'est le drame, puisque quand on part de la cabane pour aller tourner mes plans dans la forêt, au moment où on part, je dis à Mathilde, écoute, Mathilde, prends les piles, etc. pour le zoom, donc l'enregistreur, si vous voulez, pour la perche et tout. Et le drame arrive, puisque quand on arrive là-bas, donc au bout de 5-10 minutes de marche, on arrive là-bas, et bam, plus de piles. Et personne n'avait pris les piles. Et là du coup on se retrouve bloqué. Et sachez que sur un tournage comme ça, quand vous perdez ne serait-ce que les 20 minutes d'aller-retour là, bah le soleil il a déjà baissé. Et ça du coup j'ai dû le rattraper à l'étalonnage, puisque les plans en fait qui ont été faits sont beaucoup plus sombres que ce qu'ils auraient dû être. Ça a également assombri la fin du film en général en lui-même, puisque bah du coup on a dû après repartir tourner. Il faisait quasiment nuit, c'était une horreur. Et tout ça parce qu'on avait oublié les piles. Et ça c'est un truc qui peut paraître une anecdote marrante, mais en fait c'est pas si marrant dans le jour où ça vous arrive, parce que c'est votre dernier jour de tournage. Ça fait que si vous ratez ça, vous devez revenir le lendemain. Mais revenir le lendemain c'est compliqué parce que ça en fait bah, ça ramène toute une équipe. Donc il faut dire à toute votre équipe, eh ben les gars, demain il faut revenir. Alors là nous c'était bénévole donc personne n'est payé, mais imaginez sur une production où c'est payé, c'est absolument inacceptable parce que un jour de plus, bah c'est des milliers d'euros. Voilà, donc ça c'était les 2 anecdotes pour Eknesia qui étaient quand même assez marrantes. Ensuite une des pires anecdotes, je suis désolé hein, je prends le temps pour vous raconter tout ça, j'espère que ça vous plaît parce que ça me fait beaucoup rire de parler de ça. Faudra qu'on fasse une vidéo making of, je sais que la vidéo va être très longue de toute façon. Une autre anecdote des pires tournages qu'on ait fait où il s'est passé des trucs beaucoup trop chiants, c'était sur Anima, donc le film qu'on a fait après Eknesia,
Exnesia. Et alors là sur Anima c'est marrant ce qui s'est passé. En fait quand on a commencé à tourner, donc si vous voulez, le samedi, donc ça Anima on l'a tourné en 2 jours. On l'a tourné sur samedi et dimanche. Il y a 30 séquences et il y a 518 rushs. Donc c'est énorme, c'est colossal, on a fait que ça. Donc le samedi on se lève, bam bam, 5h du mat, tac tac tac, on allume le setup à 6h, à 7h on commence à tourner les premiers plans, ok. Donc les premiers plans du film d'ailleurs c'est quand le personnage de Fleur est allongé dans son lit, etc. Donc ça c'est les premiers plans qu'on a tourné à 7h du matin et ensuite on continue de tourner. Sauf que, encore une fois, tournage dans le Vaucluse, beaucoup de Mistral ce jour-là, énormément de Mistral, et nous on n'avait pas de blimp puisque on l'a tourné avec que dalle, on l'a tourné avec un manche à balai et un Videomic Pro au bout. Donc du coup on n'avait pas de blimp, on n'avait rien, et là on se dit bah on est niqué, on a un plan à aller faire dans une ville qui s'appelle Gordes, un village qui est magnifique, qui est classé parmi les plus beaux villages de France, qui est très très beau, qui est dans le Vaucluse, je vous conseille d'aller faire un tour. Et quand on arrive en fait sur l'extérieur, quand on sort de la maison et on voit tout ce vent, on se dit putain mais comment on va faire notre tournage, parce qu'en fait on a une scène de coucher de soleil à tourner à Gordes, sauf que Gordes c'est sur une montagne, le vent là-bas il y est 10 fois plus présent que chez moi, tu vois, et du coup on se dit ça va pas être possible. Donc on prend la décision d'aller le tourner dans la nuit pour avoir le lever du soleil et faker à la post-prod le coucher du soleil. T'as compris l'idée, un truc crépusculaire quoi. Donc jusqu'ici tout va bien. Je vous rappelle qu'on a tourné le 17 et 18 décembre, donc il faisait pas très très chaud hein, en plein hiver. On se lève à 5h du mat, à 5h30 on ramène toute l'équipe, à 5h40 on est dans la voiture et on part tous à Gordes. Donc on est là, on est pas toute l'équipe, mais on est tous ceux qui sont concernés, on est déjà, bon, on est 7, 6 ou 7, juste là. Sauf que nous, pas trop habitués à faire ça, on part et on prend même pas de gants, tu vois, on se dit ça passe quoi. Moi il me restait des gants dans la poche, c'est tout, et on y va et on verra ce qui se passera. Sachant que là, le setup, on tournait dans le village, il y a beaucoup de marches, c'est très creux, enfin il y a beaucoup de choses qui montent, qui descendent. C'est un village de pierre, c'est un village ancien. Et du coup, on prend tout simplement un crane et une perche, et on y va. On arrive là-bas, et là, on ouvre la voiture, on descend, il fait moins 20 000, hein, littéralement, on se gèle les couilles, mais comme jamais, et on n'avait pas prévu d'avoir autant froid, et puis surtout, le vent revient. Là, on se dit, non, c'est pas possible, quoi, on avait checké la météo, c'est pas possible. On descend, et on se met sur le premier setup, et on tourne les premières scènes. Donc les scènes sont tournées, on attend que le soleil se lève, dès que le soleil se lève, on tourne, bref, le plan marche, c'est bon, c'est acté, c'est fini, on se gèle, mais ça se passe. Ensuite, on tourne la scène qui se passe juste après, donc où les personnages discutent sur le banc, scène qui paraît, justement dans le film on dirait que la scène a été tournée un petit peu justement au coucher de soleil, alors qu'en fait elle a été tournée à 6h du matin quoi. Et du coup là pareil, on se pèle, c'est insane et c'est horrible, vraiment, vous avez les mains qui congèlent avec les steadicams, les machins, c'est horrible. Et le pire c'est pour Léo qui était au son, parce que lui du coup il avait pas de gants, il était sur la perche comme ça et c'est vraiment trop dur. Donc ça, on le fait nickel. Ensuite, il y a une autre scène qui se passe, et du coup, pour cette autre scène, qui est toujours dans Gordes, c'est la scène où en fait Fleur rencontre son amie Alicia, qui est au tout début du film. Cette scène, du coup, Fleur n'est pas habillée pareil qu'à la première scène, sauf que Fleur avait oublié, Alexandra, l'actrice, a oublié ses fringues dans la voiture. Donc on se pelait encore plus, elle est repartie. Et quand elle est revenue, elle avait oublié encore une autre fringue, donc elle est repartie. Ça a été un calvaire à tourner, ces scènes, parce que c'était vraiment très difficile de conjuguer le froid extrême, très vif du sud, très, vous voyez, très sec, et le vent en fait qu'il fallait gérer, parce qu'un coup il y avait du vent, un coup il n'y en avait plus, et puis après bien sûr vu que c'était le matin il commençait à y avoir des voitures qui passaient, donc ça a commencé à devenir difficile, mais on l'a fait, on était content. Ensuite on est rentré, et là je peux vous dire que quand on était arrivé à la maison et qu'il nous restait encore toutes les scènes, on était super heureux parce qu'en fait on s'est dit c'est bon, on a fait le plus compliqué quoi. Voilà, ça c'était une anecdote aussi qui était plutôt marrante, c'était une de mes pires anecdotes de tournage vraiment, parce que c'était, là moi je vous le raconte avec de l'humour, du kiff et tout ça, mais croyez-moi que quand on l'a vécu c'était pas tellement un gros kiff. Je vous mettrai des photos si j'ai, hein. J'espère que je vous ai mis des photos dans le montage là, je me parle à moi-même du futur, parce que vraiment c'était marrant. Alors dernière anecdote marrante, c'était pas une des pires anecdotes du tournage, mais concrètement c'était juste marrant, je voulais vous raconter parce que j'en ai encore plein d'autres, mais on va faire, du coup si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je vais faire une autre vidéo sur ça, parce qu'il y a des trucs trop marrants. Donc un jour on a tourné une vidéo avec Prince, Bastien, Kuma, Romy et Léo, donc on était une équipe de 5, avec moi 6, et on a tourné cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, c'est une vidéo qui est sur la chaîne de Prince, c'était un truc pour Tomb Raider, machin, blablabla. En fait la forêt dans laquelle on est allé, c'est la forêt dans laquelle on a tourné Egnesia, sauf que là cette fois-ci c'était en plein été, et donc petite anecdote, on était en short, t-shirt, etc. Et vous savez, c'est une forêt du sud, donc dans le Vaucluse encore une fois, très sèche, avec un petit peu d'humidité sur juste les bords en fait, donc suffisamment pour vous faire démonter, et on a passé la journée avec des cloques de partout, on s'est fait bouffer par les moustiques, on tournait les scènes, toutes les 2 secondes on se grattait, je crois même que dans le film il y a des moments où on se gratte et on le voit pas, mais c'était un calvaire, on s'est fait détruire ce jour-là. Voilà, ça c'était juste marrant.
Et c'est tout. Allez, je passe à une autre question parce que sinon je pourrais passer une demi-heure à vous raconter des trucs, ça me fait tellement kiffer de partager des expériences comme ça, enfin. Alors Ali, quel conseil pour les gens qui veulent se lancer professionnellement dans un métier de cinéma pour gagner de l'argent quand même un petit peu? Le conseil que je peux te dire, c'est que pour te lancer professionnellement dans un métier de cinéma, en fait, c'est de persévérer, d'essayer de te faire des contacts et surtout en fait de faire des premières missions. Ça c'est le truc le plus difficile. Dès que tu auras en fait tes premières missions, tu pourras montrer quelque chose à des gens en fait, à des clients, à des amis, à des collaborateurs, à qui tu veux, mais tu pourras faire des choses. Tant que tu n'as aucun contenu à montrer, tu peux rien prouver, tu peux rien montrer et ça ne marchera pas. Donc il faut absolument que tu te fasses quelque chose, ce que tu veux, des vidéos, machin, mais il faut que tu fasses des choses, voilà. C'est le plus gros conseil que je donne. Et après pour gagner de l'argent, c'est persévérer parce que de toute façon l'argent, moi j'ai commencé réellement à gagner de l'argent en 2 ans en fait de tout ça. Et en travaillant tous les jours, nuit et jour, 7 jours sur 7, genre le week-end c'est un truc que tu connaîtras plus mon pote, ça n'existe pas le week-end. Donc voilà, il faut que ce soit vraiment une passion plus qu'un gain quoi. Hightech TV, quel matos utilises-tu? Une vidéo setup. Alors justement je pense t'es quoi qu'on va faire, je vais pas te répondre tout là, je vais te répondre en te disant que je vais faire une vidéo setup. Comme ça au moins je pense qu'on pourra faire le truc clean. Mais en gros j'utilise pour le moment un GH5. Mais je vais faire une vidéo setup. Ça roule. Alors Anne-Pauline qui me demande, maintenant que tu as pu manipuler les deux, tu préfères BMPC 4K ou le GH5, GH5S? Pas pour les vlogs vidéo YouTube, mais plus pour ton type d'utilisation en court-métrage, etc. By the way, super chaîne dans laquelle je me suis plongé. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir ce que tu dis. Et je te souhaite encore la bienvenue du coup, et je suis content que ça te passionne. Alors concrètement, maintenant que j'ai testé les deux, bah clairement BMPC 4K, justement pour une utilisation de fiction, parce que la caméra est vraiment faite pour ça, elle est faite pour faire des indie makers quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment de la bombe, et largement de très loin, on est sur une ergonomie qui est bien plus pensée et faite pour ça, et c'est vraiment très bien. Pour quelle entreprise as-tu travaillé en tant qu'étalonneur rémunéré? Question de VFX France, question très intéressante. Alors des noms d'entreprises, ça va être compliqué de te les donner tels quels parce que en soi en fait quand tu travailles souvent en étalonnage, vu que moi je suis en freelance, je suis tout seul, je travaille avec des connaissances qui eux travaillent avec des marques, puisque en gros si tu veux c'est pas, moi je suis pas une boîte de prod à moi tout seul là-dessus. Du coup concrètement j'ai travaillé pour pas mal de clients, mais jamais donc des gros clients TV tout ça, ça absolument jamais, hein, j'ai pas de toute façon l'équipement pour faire de la pub et tout ça. J'ai travaillé pour beaucoup de fiction, donc ça va être tout ce qui est, j'ai fait pas mal de 48 heures, j'ai fait des Nikon, j'ai fait des films complètement rien à voir à côté qui sont en festoche. Et après sinon au niveau des clients pour de la publicité etc, la plupart des trucs que j'ai fait ont été de mes réalisations, donc j'ai talonné mes propres réalisations, donc du coup là directement avec mes clients. Donc là j'ai fait de l'escape game institutionnel, j'ai fait de l'école, enfin bon voilà tu vois, j'ai fait tous les trucs un peu classiques et très connus, enfin très basiques en fait, qu'on fait un petit peu tous. Donc non, je peux pas te donner des clients comme par exemple Casino, Carrefour, machin etc, puisque je ne travaille pas du tout avec ça, j'ai jamais travaillé avec des marques comme ça, et voilà. Après par contre j'ai déjà donné des coups de main à des gens qui y travaillent, ça c'est clair et net, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà lutté des trucs, filé des luttes à des confrères en fait, et notamment pour des groupes, hein, par exemple Ores, j'ai une pote en fait qui bosse chez Ores, qui m'a déjà demandé plein de conseils etc, c'est un exemple, mais j'ai pas fait de marque. Voilà, enfin en tout cas pas des marques, je pense comme tu l'entends, c'est-à-dire des AAA. Alors, question d'Evadrouille, question pour la FAQ, tu viens quand te balader en Suisse? Je t'invite volontiers pour une rando vidéo. Ah ben avec grand plaisir pour la balade en Suisse. Le problème c'est que pour l'instant ça va être un peu compliqué parce que je suis très booké par des trucs, mais franchement ce serait un énorme plaisir, j'adore tout simplement la Suisse et les montagnes, donc du coup avec un énorme plaisir. Question d'Alexandre Lamia, à quand le projet que tu as teasé avec la Betseker? Très bientôt, avec la caméra, la meilleure, El Famoso, meilleure caméra du monde. Question d'Enjoy My Tech, salut l'ami. Alors quelques questions sur le piocher dedans. Comment vois-tu Netflix dans 20 ans? Est-ce que tu penses que le cinéma long et court-métrage a sa place sur YouTube? Alors déjà à cette réponse oui carrément, puisque pour Netflix dans 20 ans je le vois juste beaucoup trop interactif pour moi justement. Je pense que Netflix ils vont aller beaucoup trop loin. Est-ce que YouTube il y a de la place pour les longs métrages et les courts métrages? J'avais fait une vidéo là-dessus où je disais que justement je pense que toutes les lois et les restrictions qui sont amenées à YouTube au fur et à mesure poussent YouTube à être de plus en plus pro, YouTube Red etc, et à devenir en fait le nouveau Netflix du futur quoi. Donc pour moi oui, pour moi YouTube dans 20 ans c'est clairement une plateforme de long métrage, de court métrage, de cinéma pur et dur, avec pas que ça, mais avec ça aussi. Si les extraterrestres nous envahissent et que leur chef te demanderait de leur montrer un seul film qui les convaincrait de ne pas tous nous exterminer, tu choisirais lequel? C'est une magnifique question. Alors attends. Là ça... Oh c'est compliqué. Ah c'est très compliqué. Du coup je choisirais pas forcément... En fait ça dépend dans lequel on se place, mais je choisirais pas forcément mes films préférés comme Enter the Void par exemple, parce que c'est tellement dégueulasse ce qu'il y a dedans que du coup je me dirais ils vont nous buter. Je pense que je choisirais Your Name.
comme film, parce que c'est tellement poétique et tellement mignon. Il y a aucune chance qu'on comprenne pas un humain avec tant de poésie. Merci pour tes questions, l'ami. Les éleveurs de pixels. Alors, félicitations à toi, merci mec. Niveau question, quel est ton projet de rêve? Pas de limite de budget, de matériel, d'équipe, bref, laisse-toi aller. Merci pour cette question. Mon projet de rêve, je pense que hors budget et au-dessus de tout, c'est ce qui est donc bien sûr les longs métrages au cinéma, mais au-dessus du long métrage. Si un jour j'arrive à faire du long métrage au cinéma, au-dessus de ça, mon projet de rêve, c'est le dessin animé. Donc c'est de faire comme Monsieur Henri Selick par exemple, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec Coraline, avec James et la pêche géante, voilà. Mon rêve au-dessus de tout ça, c'est d'atteindre l'animation en fait, voilà, d'atteindre ce stade-là, parce que pour moi, j'ai tellement été bercé là-dedans, c'est toute ma vie. Mais c'est vraiment le plus gros rêve que j'ai, je crois. Studio Sushi, est-ce qu'à la fin du film, quand tu peux, tu mets pause et tu lis tous les crédits pour savoir qui a bossé dedans? Oui, mais que avec ceux qui m'intéressent. Je regarde pas tout malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de métiers, surtout si c'est américain, c'est insane. Il y a un mec pour tout, il y a un mec qui porte la bouteille d'eau et tout ça, donc c'est vraiment trop. Twin Silver, j'aimerais voir plusieurs vidéos sur le montage vidéo, ça serait lourd. Alors le problème en fait moi c'est que j'ai pas trop une spécialité dans le montage, donc du coup j'en fais pas trop, mais écoute, je peux regarder ça. Question de J-Stuff, je vois des boîtiers qui sont en 8 bits et qui ont des rendus hallucinants. Un DX Mark II à 6500. Le 10 bits, c'est quoi le réel avantage? Est-il indispensable? Alors le 10 bits est absolument indispensable si tu veux faire de la fiction et si tu veux pousser en fait ton étalonnage. Si tu veux, la différence entre le 8 bits et le 10 bits, c'est que la 8 bits c'est 16 millions de couleurs, la 10 bits c'est 1 milliard en gros. Donc la différence c'est quoi? C'est pas à l'œil nu, c'est pas perceptible, c'est sur ton logiciel d'étalonnage quand tu vas bouger tes courbes et tout le reste avec les couleurs. Là tout change, ça n'a rien à voir. Donc le 10 bits c'est absolument indispensable si tu veux faire un travail professionnel de grande qualité et si tu veux pousser ton image très loin, réduire très fort tes bleus dans les ombres, augmenter très fort tes yellow, tes orange, ce que tu veux, sans que ça soit dégueulasse et que tu puisses avoir vraiment une vraie profondeur dans l'image. C'est d'ailleurs pour ça que le DX Mark II et le Sony A6500 par exemple sont de très bons appareils, mais qui sont quand même très basiques en fait. C'est très rec. Petit lutte vite fait, c'est log à la con là, et voilà quoi. C'est pas très poussé. Alors question de Bicam, que conseilles-tu comme objectif pour le G7 à part le 25-1.7? Est-ce qu'un Sigma 1835 avec une bague Vitrox ça se combine bien? Alors oui, c'est un excellent setup. Le 1835 de chez Sigma il est absolument incroyable, et avec le Vitrox il est juste fou. Donc ouais fonce carrément. Question de Flex Dirty, comment as-tu commencé à travailler avec Prince? J'ai l'impression que les vidéos avec lui on pop d'un coup. Sacré chemin parcouru depuis les tutos Steadicam à 20 balles. Merci mec. Alors comment je travaille avec Prince? C'est une bonne question. Alors Prince, j'ai commencé à travailler avec lui grâce à Kuma. Kuma qui est un abonné en fait à la base, qui est devenu un pote très rapidement et qui me suit depuis longtemps. Et en fait Kuma est le monteur de Prince à la base. Et un jour il m'a appelé parce qu'il cherchait un setup. Et il se trouve que moi j'avais fait des vidéos pour un escape game qui s'appelle Hide and Fest, que je vous conseille à fond. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en gros j'ai appelé mon pote Bastien, le patron d'Hide and Fest, et je lui ai dit écoute, il y a un youtubeur qui voulait faire une vidéo, est-ce que ça te botte? Et il m'a dit oui, et du coup j'ai rappelé Kuma, et Kuma m'a dit est-ce que ça te botte de co-réaliser avec moi la vidéo? J'ai dit oui, et du coup j'ai rencontré Prince et Romy aussi dans le même temps, mais du coup surtout Prince qui nous intéresse. Et en gros et ben c'est comme ça qu'on a commencé à bosser, parce que du coup on a fait ce projet là. Ensuite il s'est plus rien passé, et puis il y a pas très longtemps là Prince il cherchait un monteur et un réalisateur, il cherchait une personne qui puisse vraiment l'aider dans plein de choses, et donc on s'est retrouvés. Voilà, donc là je reviens de justement une semaine chez lui, j'étais une semaine chez lui, et je vais repartir prochainement. Mais je vous tiendrai au courant parce qu'avec Prince on a des très gros projets aussi. Les petits trucs de la semaine, question pour la FAQ. À quand une vidéo pour accélérer Premiere Pro? Donc ça c'est ce que je disais justement au tout début de la FAQ. Je vous fais une vidéo très rapidement. Dès que je peux je fais une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Et je pense qu'il nous dit plus de cinéma et de technique. Alors c'est intéressant, ça va revenir effectivement. On va retourner sur plus de cinéma et de technique. Bah les amis, ça y est, j'ai fait le tour de toutes vos questions. Je les ai toutes lues, je les ai toutes répondues. J'ai pas répondu aux compliments etc. parce que ça je vous le dis, ça me fait super plaisir et je vous remercie là tel quel. Donc merci à tous ceux qui m'ont mis des compliments. Je crois que la vidéo est immensément longue, je pense qu'on doit être sur du 30 minutes ou pas loin, et ça me fait super plaisir de vous parler, de vous dire tout ça. Quelque part moi c'est une façon de me livrer aussi un petit peu. On en fait qu'une seule, une fois par an, donc c'est l'occasion aussi d'en parler beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions au final par rapport à ce que ça aurait pu être, mais bon c'est normal parce que j'avais pas sorti de vidéo sur YouTube depuis longtemps, donc là les vidéos montent lentement. Bref les potes, si ça vous a plu, pouce bleu, likez, partagez et surtout abonnez-vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis une bonne semaine et filmez bien, kiffez bien, étalonnez bien. Merci encore pour tout et on se retrouve très vite. Ciao.